que quand tu as une chance, faut vraiment pas la louper. À la pause, il y a quand même Dimitrov, Rublev, Casper Ruud derrière nous. Il est lourd. Thierry Champion a 17 ans et il part faire l'US Open Junior. Et en fait, dans l'avion, il se retrouve assis à côté d'une magnifique femme avec laquelle il tombe sous le charme. Et quelques semaines plus tard, il retrouve en fait cette jeune femme suédoise dans un magazine avec... Premier point, il fait comme s'il devait changer de raquette. Il retourne à son banc, il ouvre le sac. Le chat noir, évidemment, sort en furie. Et évidemment, savent très bien que c'est un coup monté de Nastas, donc commence à l'insulter de tous les noms. Il dit, comment ça, vous ne connaissez pas vous me connaissez à l'équipe, non? Vous faites pas vos recherches? Parce que l'expérience la plus folle de ma vie, c'est quand même que j'ai failli crever. Salut Quentin. Salut Max. Comment ça va? Bien et toi? Ben, merveilleux, on est aux arènes de Nîmes. Ça fait un moment que je veux faire un épisode de podcast avec toi. Je t'ai longtemps envoyé dans les roses. Ouais. Ah, tu m'as baladé un paquet de fois. Ouais, c'est vrai. J'ai lu tes 2 bouquins qui sont hyper bien écrits et tu me les as gentiment envoyés, donc très cool pour le passionné de tennis. Le premier, c'était Out, Ouais. ça, C'était en 2020. sur les anecdotes Ouais. du circuit. Ouais, c'est ça. Circuit, enfin un peu, vraiment anecdote autour du monde du tennis. Ouais. Un peu. Avec une préface de ce bon Benoît Paire. Pas mal d'aller le chercher. Qui correspondait bien au concept. Ce qui était marrant, c'est que je l'avais vu évidemment avant la sortie du livre. Je savais que je voulais faire ce bouquin et quand mon éditeur m'a parlé d'une préface, j'ai tout de suite pensé à lui. Et en fait, je l'ai vu, j'étais allé à Brisbane pour l'ATP Cup, Ok. à l'époque de l'ATP Cup. Et donc lui, il était tranquille, on s'était posé sur la pelouse des joueurs, on avait passé 2 heures à discuter. Et les seules interruptions, ça avait été d'autres joueurs, des arbitres qui venaient tous voir Benoît se marrer, se taper des barres avec lui. Tout le monde, enfin, ça se voyait que tout le monde l'adorait en tout cas, à ce moment-là. Ah, il est chill. Ouais, grave. Il y a un deuxième bouquin que tu as sorti, mais juste avant ça, je vais quand même planter le décor. On est à l'UTS de Patrick Mouratoglou. Derrière nous, il y a Karen Khachanov qui s'entraîne avec Stefanos Tsitsipas. On a un grand soleil. C'est vraiment un régal. Mais sinon, le spot est dingue. Un peu de vent, ouais. Le spot est fou. C'est leur 2e édition. Donc déjà, premier livre, Out, on reviendra dessus après, mais t'en as sorti un deuxième il y a pas longtemps. Ouais. Là, on est début 2026. Ce deuxième livre, rappelle-moi. C'est la face cachée du tennis. Ah yes, la face cachée du tennis, où là, c'est plus des témoignages. Hein. C'est en fait montrer, on va dire, l'autre versant du tennis, celui que les gens connaissent moins, beaucoup le circuit secondaire. Ouais. Que ce soit les galères du circuit secondaire, les matchs truqués qui vont souvent avec, les dépressions. Donc c'est un peu plus sombre comme bouquin, il est un peu plus dark. Ouais. Donc c'est peut-être un peu moins grand public que le premier, mais ça me tenait à cœur de montrer que le tennis c'était pas que ce qu'on voit derrière nous là en ce moment, c'est-à-dire des paillettes c'est magnifique, hein, mais il y a aussi une autre partie pour des joueurs qui sont pourtant des joueurs qui jouent très bien. Toi, je pense que tu as tapé avec certains d'entre eux, des mecs de 100, 250, 300, ça joue très bien. Bien sûr. Et pourtant, ils galèrent à peut-être pas boucler les fins de mois, mais en tout cas, c'est pas une vie de rêve comme on pourrait l'imaginer en tout cas. Ouais. Là, je sais pas si tu as vu passer l'info, mais l'UTS sur 2 jours officiellement, mais peut-être 4 en tout, c'est 3 millions de dollars de budget. Et c'est énorme. T'imagines? Donc oui, on est très loin du circuit secondaire. Et t'es journaliste l'équipe depuis combien de temps? Je suis arrivé en stage de fin d'études. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas en 2015, été 2015. Ok. Donc j'étais à service édition un été pendant le Tour de France. Ouais. Et derrière, j'ai enchaîné des piges, des CDD, et j'ai été embauché au tennis en 2017. Donc là, ça va faire, l'année prochaine, ça fera 10 ans au tennis. Ouais. Depuis le stage, 11 ans. Ouais. Ça commence à faire, mine de rien. Comment c'est que t'es aussi passionné de toute la partie un peu cachée, circuit secondaire, un peu plus niche? Alors j'aime beaucoup suivre les tournois, raconter Yannick Sinner, Alcaraz, tout ça, mais moi ce qui me plaît au départ dans le journalisme, c'est de raconter des histoires. En fait, le sport, c'est un prétexte souvent pour raconter des histoires de vie, des portraits de personnages. Et c'est vrai que la partie un peu cachée, elle est attirante de ce point de vue-là, parce que tu as souvent des histoires de dingue. Ouais. C'est quand même souvent moins lisse que les grands joueurs. Les grands joueurs, j'ai vu il y a quelques jours encore Mbappé qui en parlait. Quand tu es une star, il y a des choses que tu peux pas dire. Okay. Ou que si tu les dis, tu vas te faire défoncer. Et c'est un peu pareil avec les grands joueurs de tennis. Ils sont quand même plus lisses, malheureusement, souvent malgré eux. Avec les sponsors, avec les contrats, tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Ouais. Ou de dénoncer certaines choses. Et je trouve qu'avec des personnages un peu moins mis en avant, c'est souvent plus sympa. Tu as souvent plus de matière. Là, à l'UTS, ils ont je rebondis parce qu'on est dedans et que ça correspond, mais ils ont un format all in the table.
Ouais. où ils invitent les joueurs à dîner, ils leur mettent des micros Ouais, ça fonctionne. Ouais, c'est sympa. Ouais. pour les laisser entre eux et découvrir un peu les conversations qu'ils auraient, voilà, s'ils étaient au resto et que nous on puisse suivre ça à l'extérieur. Et depuis qu'ils font ça avec Casper Ruud, qui fait l'UTS depuis un paquet de temps, je pense que Casper, tu vois, qui fait partie des top players, ça l'a relâché. Ouais. Parce qu'ils ont fait un dîner, il disait que pour son enterrement de vie de garçon, il s'était mis une énorme caisse Ah, je l'ai pas vu ça. Ok. et qui boit jamais. Sauf qu'en Norvège, c'est un peu la tradition où tu peux pas déroger, quoi. Ok. Le mec a mis une semaine à s'en remettre. Ah ouais. Et la boîte de prod de l'UTS paniquait un peu parce qu'ils disaient ah on l'a filmé, c'est sympa, c'est une bonne séquence qu'on pourra peut-être jamais le diffuser. Ils l'ont envoyé pour vérification à l'agent et à Casper, et comme ils sont devenus potes avec les années et tout, et que Casper s'est peut-être un peu relâché, Ouais. il doit faire partie de ces rares top players qui acceptent de dire ce genre de truc. Ouais, je vois. Et ça c'est plutôt cool, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Après, c'est vrai qu'il y a un truc un peu de prescription, les choses qui se sont passées il y a un peu longtemps ou hors du circuit, peut-être que tu les dis plus facilement. Ah là c'est Là, c'est oui, ça venait de. Ouais. 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 Il y a après quoi en top, t'as Kyrgios à un moment qui était très, qui disait Ouais. tout ce qu'il pensait, peut-être trop. Peut-être pas, ouais. Moi, j'étais à Wimbledon, tu sais, l'année où il va à la veille de jouer Nadal, Ok. il va au bistrot Wimbledon Village, Fox, le fameux Dog and Fox, je crois. Fox, ok. Et donc le lendemain, il joue Rafa, et en conf, il est interrogé, et en fait, il reconnaît une journaliste Ok. qui était au Dog and Fox la veille au soir. C'est en génial. pleine conf, et la scène, il faut que tu regardes sur YouTube, la scène, elle est fantastique. Il lui dit quoi? Et il dit, je me souviens d'avoir vu ta tête hier soir au Dog and Fox, et la journaliste, elle est trop gênée. Tu y es allé boire des coups là-bas? Ouais, plusieurs fois. Bah, il y a pas beaucoup de pubs À à Wimbledon. Wimbledon. Faut aller à Londres, en fait, si tu veux. Donc, ouais, c'est un peu le pub où tout le monde se retrouve le soir. Je l'ai croisé 2-3 fois là-bas. Ouais, bah, tu croises Ils des sont joueurs. tous, hein. Ouais, ils y sont souvent. Enfin, Ouais. souvent, quand ils peuvent. Ok, pour revenir à tes bouquins, moi je reçois pas mal de bouquins dans le tennis. Vraiment, j'insiste, j'ai adoré ta manière d'écrire. J'aime bien ta vision parce que bah, tu es un expert depuis toutes ces années et puis on sent que ça te passionne. Mais est-ce que tu aurais 2-3 histoires pour nous imaginer un peu le processus? Sortir un livre, c'est quand même jamais anodin. Comment tu ouais. l'as écrit? T'es full-time avec l'équipe. Comment tu te dégages du temps pour faire ça? Déjà, à l'équipe, on a une chance, c'est qu'on a quand même pas mal de congés. Ouais. Alors, qui sont liés au fait qu'à côté de ça, quand on part 3 semaines ou un mois, on bosse tous les jours, donc on s'arrête jamais. On bosse souvent le week-end, Ouais. souvent le soir. Donc en termes de rythme de vie, même d'un point de vue perso, famille, tout ça, c'est pas toujours évident. Enfin, J'avoue. quand moi je sais pas, ma copine elle bosse du lundi au vendredi de 8h à 16h, Ouais. 17h. Moi, c'est pas du tout le même rythme de vie, donc c'est pas toujours évident. Et donc ça nous permet d'avoir quand même des temps. Moi j'ai des semaines, donc je me souviens que j'avais posé un moment, un mois, pour me consacrer entièrement à ça. Ok. Donc j'avais quand même du temps en plus de temps en temps, le week-end, le Un soir. mois de congé. J'avais pris un mois de congé, ouais, Ah ouais. en pleine année. Ok. À un moment faible du tennis, tu vois. Je sais plus, c'était novembre ou décembre. Ouais. Un Ce moment- sport qui n'arrête jamais. Et donc j'avais pas mal avancé comme ça. Ouais. Mais en fait, le début du truc, j'étais en train de bosser sur un article pour l'équipe. Et en fait, à l'équipe, on a une chance immense, c'est qu'on a accès à des archives de malades, Ok. qui sont les archives de l'équipe. Donc l'équipe qui a commencé en 1946. Donc ouais, archives. Et en fait, en fouillant, tu retrouves des histoires de dingue. Ouais. Et après, tu tires le fil. Et c'est ça qui est marrant, c'est que soit tu vas reparler aux mecs qui sont concernés par cette histoire, s'ils sont pas décédés. Parce que quand tu remontes un peu trop, malheureusement, les gens sont parfois plus là. Mais tu retrouves des personnages ou des gens qui ont vu la scène ou des trucs comme ça. Et c'est comme ça que tu retiens le fil et que parfois, d'une phrase dans un article en 1975, Ouais. tu fais une anecdote de 10 pages. Fabuleux. Donc ça, c'est génial. Est-ce que ça t'a permis de vivre un truc un peu atypique, ce premier bouquin, Out? C'est-à-dire atypique. Bah, je sais pas, est-ce que ça t'a ouvert des portes que t'aurais pas cru? Est-ce que ça t'a permis des interviews avec des mecs que t'aurais pas imaginé, ou des filles? Pas vraiment parce que ça c'est plus l'équipe en fait. Ok. L'équipe ouvre, c'est les l'équipe portes. qui m'a ouvert le plus de portes. En fait, quand tu bosses à l'équipe, c'est hyper facile. En tout cas, dans le tennis, c'est quand même un média qui est reconnu au-delà de la France. Ouais. Quand tu vas sur tous les tournois, même aux États-Unis, l'équipe ça parle. Quand tu parles au responsable ATP, à l'équipe, t'es l'équipe, il te donne plus que si je vais pas citer d'autres médias, mais que si t'es un autre média. Tennis Legend, par exemple? Voilà, Salopard. peut-être. Pour l'instant. Mais même, je m'en rends compte, tu vois, quand à Roland-Garros, il y a beaucoup plus de médias français. Ouais. Bah, quand t'es l'équipe, c'est pas pareil. Que ce soit en conf de presse, que ce soit quand tu fais des demandes, c'est un peu plus facile. Et en fait, c'est pas forcément, on dit des fois, ouais, t'es un super journaliste tennis. La réalité, c'est que si je bossais dans un média qui me donnait moins d'opportunités que l'équipe, je ferais moins de choses bien. C'est pas que une histoire de t'écris bien, c'est aussi une histoire d'opportunité. C'est quoi les trucs les plus fous que t'as vécu grâce à l'équipe?
Bah déjà, bon, voyager aux 4 coins du monde. Le truc le plus fou, c'est même pas du tennis. C'est un voyage au Kenya en 2016. Parce qu'à ce moment-là, je faisais un CDD de remplacement à l'athlétisme D'accord. et ski, mais surtout athlé. Et je m'étais retrouvé à faire une semaine au Kenya pour aller voir plein d'athlètes kenyans. Waouh. Et j'avais fait un trip dans tout le Kenya, c'était extraordinaire. Dans des campagnes, dans des endroits où ils avaient jamais vu de blanc. Les mecs, ils m'appelaient The Ghost. Pour l'équipe magazine? Pour le journal. Pour le Wow. journal. J'avais fait une semaine là-bas et souvenir de dingue. Ton cœur bat pour l'athlé ou pas forcément? J'aime bien, mais je suis pas du tout un spécialiste. J'étais allé un peu comme ça Et dans ce cas de figure, forcément, c'est ouais. fabuleux. Extraordinaire. Wow. J'étais jamais allé en Afrique noire et ouais, C'était quoi les 2-3 souvenirs qui t'ont marqué là-bas? Bah, j'étais allé voir un mec. Alors malheureux, ouais, il y a une histoire qui est un peu triste, c'est que j'étais allé voir. Il y avait des frères qui faisaient du 400 haies. Donc j'étais allé les voir dans leur famille au fin fond du monde, dans la Cambrousse. Il y avait leurs parents. C'était vraiment à l'ancienne, hein. C'est dans des cabanes, à même le sol, enfin sur du sable. Ouais. Les gens hyper accueillants. Et l'histoire, ce qui est triste, c'est qu'en fait, pas longtemps après mon départ, il y a un des deux frères qui s'est tué en voiture. Merde. Parce que alors là-bas, les routes. Par contre, les routes là-bas, quand tu sors de Nairobi, Un délire. il y a pas de feu, il y a pas de priorité à droite, ça n'existe pas, donc c'est vachement dangereux, un peu flippant. Ouais, voyage le plus dépaysant de ma vie, clairement. Et ton quotidien à l'équipe, que ce soit à Paris ou en tournoi, tu peux nous le résumer? Comment ça marche? En gros, au tennis à l'équipe, on est une équipe de 6-7 reporters. Ouais. Et on couvre tous les grands chelems, tous les Masters 1000, tous les tournois français, Coupe Davis, Billie Jean King Cup, peut-être un ou deux autres trucs que j'ai oubliés. ITS. Yes. Parce que vous êtes diffuseur, ça joue. On est diffuseur, voilà. Et en gros, on se répartit ça. Les petits as. Les petits as, ouais. Ça, on aime bien y aller parce que c'est toujours sympa. Tu découvres quand même des profils et puis ça permet de parler à des entraîneurs, des agents. Ouais. Donc c'est un spot sympa. Et en gros, ouais, on se répartit sur les tournois. En gros, en Grand Chelem, on est entre 2 et 4. Enfin, 2 et 3. Roland Garros, je compte pas, on est tous là-bas. Masters 1000, 1 ou 2. Et les autres tournois, pareil. Et on se les répartit à l'année et on couvre tous les Français en priorité. On n'a pas, il y a des sports où ils ont tel reporter à tel athlète, enfin, en gros son giron d'athlètes. Ouais. Nous, on peut pas trop faire ça parce que comme on couvre pas chacun tous les tournois, ouais. On essaye de quand même d'en avoir plusieurs chacun, sinon c'est impossible. Moi, j'ai beaucoup travaillé par exemple avec Caroline Garcia à un moment. Yes. Ça avait été une grande expérience aussi. 2017, c'était ma première année au tennis et je me retrouve à couvrir sa tournée en Chine. Je l'avais quasiment jamais croisée, Caroline, à ce moment-là. Et en plus, en Chine, il y avait très très peu de médias. Je crois que j'étais tout seul français avec Carole Bouchard. Ok. Et du coup, tu la vois tous les jours parce que tous les jours, elle gagne. Ouais. Et ça pendant 15 jours. Donc forcément, au bout de 15 jours, à la voir tous les jours. Et en plus, ça t'associe à un truc positif. Oui. Parce qu'elle est en train de vivre le plus beau moment de sa carrière. Ouais. Donc quand tu la revois derrière, tu as créé un lien. Et ce lien qui s'est recréé à nouveau en 2022. Waouh. Parce que je fais Cincinnati où elle gagne. Ah ouais, t'es l'ange gardien en fait. Voilà, à un moment, ça a été un peu ça. On s'est un peu foutu de ma gueule d'ailleurs à l'équipe pour ça. Après, je fais l'US Open où elle fait demi. Et je fais le Texas, le Masters où elle gagne. Oh putain, qui est le plus beau, le plus grand titre de sa carrière. Vous devenez potes grâce à ça? Pote, non, mais relation privilégiée, on va dire. Ouais. Mais, en fait, pote, on me demande souvent, ouais, est-ce que t'es pote avec des joueurs et tout, mais je dîne pas avec les joueurs. Et puis, tu sais, c'est souvent des relations à de très rares exceptions qui sont quand même déséquilibrées dans le sens où toi, tu t'intéresses à eux. Oui. Pour leur tennis, pour leur vie. Unilatéral. C'est très unilatéral. Alors, je sais pas si toi, des fois, tu te rends compte, t'as un peu ce côté-là. Ouais. C'est que toi, tu vas beaucoup poser de questions et c'est normal. Ouais. C'est ton métier. Et eux, ils vont te répondre, ils vont être très sympas, ça va se checker, tout ça. Ouais. Mais alors, combien de fois ils vont te poser des questions sur ta vie? Ouais. Combien de fois ils vont te dire, toi, ça va, à la maison, tout va bien? J'ai le cas de figure, là, je viens de faire un tournage où il y avait un joueur pro 600 et j'en parle avec des mecs de l'UTS. Je leur dis, il y avait ce gars, il me dit, ah, mais lui, il est fêlé complet. Je leur dis, bah, tu vois, c'est un des rares qui m'a posé des questions. Ouais. Qui s'est intéressé profondément à moi, ouais, voilà. Avec des questions intéressantes, intelligentes. J'ai dit, tu vois, moi, j'aurais pas dit qu'il était fêlé. Et j'avais même la vision d'un mec un peu altruiste par rapport à ce monde très égocentré. Bah, ce qui est aussi normal. T'as une carrière dans un sport individuel. Ouais, c'est un sport où tout tourne autour d'eux. Ouais. Ils ont une équipe, enfin, quand on parle des meilleurs, ils ont 5, 6 personnes autour d'eux qui pensent qu'à faire en sorte qu'il aille bien, qu'il s'occupe d'eux. Ouais. Tout est autour d'eux tout le temps. Donc c'est dur, en fait, je pense, de prendre un peu de hauteur et de s'intéresser un peu aux gens autour de toi. Au-delà de tes proches, évidemment. Donc ouais, moi j'ai eu peu de cas, tu vois, à un moment avec Benoît Paire, ça se passait bien et il pouvait s'intéresser un peu à ta vie. Un mec comme Nico Mahut, crème absolue. Ah ouais?
qui pour le coup, lui, ouais, va te poser des questions, parce qu'en plus, il s'intéresse aux journalistes, tout ça, ça l'intéresse, donc il va poser des questions. Ouais. Mais des mecs comme ça, il y en a pas beaucoup. Des entraîneurs un peu plus, ce sont, entre guillemets, un peu plus normaux, mais je dis pas ça de manière péjorative pour les joueurs, c'est que c'est normal quand t'es un joueur. J'avais cette discussion avec Sadio Doumbia et Fabien Reboul Extraordinaire, les deux. à Melbourne. Ouais. Et il me disait, mais Quentin, en fait, tu te rends pas compte, c'est normal que ce soit d'être fou, en fait. Il nous montrait, là, il y avait la foule, on était à côté de la Rod Laver Arena, aux Players. Il disait, regarde, là, il y a des milliers de personnes, ils sont tous là pour voir ces gens. Et s'ils passaient, là, il y aurait une émeute, ils se jetteraient sur Novak ou d'autres. Comment, en vivant ça au quotidien, tu peux rester normal, entre guillemets? C'est vrai. Et c'est vrai qu'on sait pas comment on réagirait à leur place. Mais Hier, il y avait un procès au Ouais. au tribunal juste derrière pour un youtubeur, un influenceur, Stefanos, qui dit non, Roublev qui dit je pensais que les gens étaient là pour nous, mais pas du tout. Le mec redescend, qui ça arrive passait. parfois. les mecs qui passaient, personne ne les calculait, c'était très drôle. Ouais. Alors que Jérém Star, par contre, Et en tournoi, tu fais quoi? Tu regardes la programmation du jour, tu suis les matchs, ensuite tu... ouais, en gros, on C'est commence cool. la journée, les matchs commencent à 11h en général, donc on se retrouve au stade à 10h, on prend la prog, déjà on entoure tous les matchs où il y a des Français, ce qui est sur les premiers tours, on se rend pas compte, mais il y en a énormément. Ouais. C'est là qu'on voit à quel point il y a la densité du tennis français, parce que des fois tu peux avoir des journées de grand chelem où tu as 12 matchs avec des Français à suivre, filles, garçons confondus, c'est assez dingue. Ouais. Et quand on est 3, bah on essaie de se répartir intelligemment selon les rotations des matchs. Ouais. On se fait un peu un plan pour le journal du lendemain. Éventuellement, on fait des macs de présentation quand on connaît déjà les matchs du lendemain. C'est quoi un Mac 2? En gros, c'est un article qui va présenter un match qui aura lieu le lendemain. Ok. Par exemple, je dis pas, on est lundi, on sait que mardi, Arthur Fils joue son premier tour à Roland-Garros. On l'attend, mais on va faire forcément un sujet sur lui pour présenter ce match-là. Ouais. Par exemple, en Masters 1000, des fois, tu connais pas la programmation du lendemain. Ouais. Parce que quand les Français jouent tous les jours. En tout cas, les anciens Masters 1000. Monte Carlo, par exemple, tu sais pas, le lendemain, tu sais pas qui va jouer. Ça sort à quoi? 19h la prog? Ouais, 18-19h. Et donc là, tu vas être beaucoup plus dans les matchs du jour. Et sauf que ce qui est très difficile avec ce sport, c'est que, tu sais pas quand finissent les matchs, tu sais pas quand ils commencent, sauf s'ils sont en première rotation. Ouais. Et tu peux avoir tout prévu, tout bien, et à 20h, Djoko perd au premier tour à Roland, et ça fait tout péter. Donc, tu reprofites toute ta séquence parce que ça devient l'information du jour. Ouais. Et en fait, c'est ce qui est à la fois dur et à la fois passionnant dans ce métier. C'est que, il y a une adrénaline parfois. Il y a des nocturnes. Moi, j'ai vécu des nocturnes à l'US Open avec le décalage horaire. Ouais. Donc, il y a 6 heures de décalage avec New York. Et je me souviens d'un quart de finale, mon fils Berrettini. Ouais. Ça devait être 2019. Quart de finale ou 8e, je sais plus. Quart de finale. Et match de dingue qui commence peut-être à 20h heure française. Tu dis ça va. Sauf que ça part en 5-7 et que ça part au tie-break, c'était tie-break du 5e. Wow, dur. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à minuit, heure de bouclage, tu ne sais pas si mon fils va gagner ou perdre. Et tu ouvres par ça, parce que c'est le gros truc du jour. Donc, en fait, j'ai passé 3 heures à avoir 2 fichiers Word ouverts, victoire mon fils, défaite mon fils, et où j'écrivais, je passais d'un papier à l'autre. Quand mon fils passait devant, je passais sur la victoire mon fils. Quand Berrettini revenait, je repassais sur Berrettini, défaite mon fils. Et j'ai fait ça jusqu'au bout. Le match a fini à minuit 19, balle de match. Fallait envoyer le papier à minuit 20. Oh. Donc, j'avais écrit, en fait, en direct, 2 versions. Et je faisais des cop-calls à la fin. J'avais la tête comme ça. Je savais même plus si je faisais des cop-calls dans le bon sens ou pas. T'as été bon là-dessus. J'avais Julien derrière moi qui relisait en même temps pour pas qu'on envoie des saucisses. Julien Reboulé. Et on a balancé ça, balle de match. Et on a relu au téléphone avec l'éditeur. Je peux dire qu'après, je me suis pris une bonne bière. Ah ouais, Parce que là, à minuit 25, là. Exceptionnel. T'as fait école de journalisme? Ouais, à Paris, au CELSA. C'était ton rêve de faire ce que tu fais? J'ai eu la chance, dès que j'avais 13-14 ans, de me dire que je voulais être journaliste. Ok. En fait, je kiffais le sport et je kiffais écrire. Je tenais des blogs, des trucs où j'écrivais certainement des trucs nazes, mais en tout cas, j'écrivais déjà. Et donc, je me suis dit, associer sport et écriture, journalisme de sport, quoi. J'ai l'impression que t'es un peu un hybride de journaliste parce que tu sors de bouquins, tu pousses un projet, tu vas nous en parler après, mais la causerie de Quentin, j'ai la sensation que quand t'as des idées, on te fait soit assez confiance pour les réaliser, soit t'es assez persuasif, soit t'es bon et du coup on te suit, mais t'es pas le journaliste classique, tu pousses des concepts un peu. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, faire que du compte rendu de match et tout. Au début, t'es content de le faire, mais toi, c'est pareil. Quand tu quand t'as un projet d'aller à Melbourne où tu trouves un moyen de le faire. Ouais. Donc là, tu trouves un moyen. Et puis oui, j'ai la chance qu'on me fasse confiance parce que ça s'est bien passé les fois d'avant quand j'ai proposé des choses. Et Tu veux dire ce que c'est la causerie de Quentin? la causerie, en fait, c'est une newsletter hebdomadaire
qu'on envoie aux abonnés. Il faut que les gens s'abonnent sur le site de l'équipe à cette causerie. Et en fait, c'est un espèce de partage. Ouais, c'est gratuit, mais il faut être abonné à l'équipe. Ok. Donc, c'est gratuit sans l'être en fait, parce qu'il faut quand même être abonné. C'est gratuit, mais c'est payant. C'est gratuit, mais pour les gens qui payent, quoi. Bien joué, là-bas. Tu sais bien vendre les projets. Voilà. Et en fait, c'est envoyé par mail une fois par semaine et c'est une sorte d'échange. Je raconte un peu pareil, un peu des anecdotes qu'on va pas écrire dans le journal au quotidien. Ouais. Et après, je reçois des mails. En fait, les gens peuvent m'envoyer des mails avec leurs propres histoires ou me poser des questions. Et j'essaye de me servir de ce qu'ils m'envoient pour les causeries suivantes. Et t'en reçois quelques-uns? Ouais, c'est marrant. Les gens, Ça va être sympa pour toi d'avoir du feedback comme ça. Ouais, j'ai reçu un mec, je sais plus comment il s'appelle, désolé, mais il m'avait envoyé un mail. Il m'avait envoyé une photo il avait plein de raquettes en bois. Ouais. Des années 60, 70. Ah non, c'est un autre gars. Non, ouais, et il m'avait envoyé sa collection. Il me dit, tu peux venir si tu veux. Si. Je sais pas, des trucs comme ça. Mais ouais, il y a des gens. Tu te rends compte que ce qui est bien, c'est que par contre, comme c'est des abonnés et vraiment des fans de tennis, c'est des purs passionnés et c'est des connaisseurs. Ouais. C'est-à-dire que si jamais j'écris une saucisse, il y a forcément un mec qui va me choper par mail et me dire, pourquoi t'as écrit ça? Et après environ 10 piges dans le tennis, qu'est-ce qui continue de te faire kiffer? Alors, le voyage, même si j'en fais un peu moins qu'à un moment, j'en faisais beaucoup. T'as fait combien de semaines au max? Ou mois? Je pense que 2017-2018, j'ai dû faire pas loin de 20 semaines. 4-5 mois, ouais. Ouais, parce que il y a une année où j'ai fait tous les grands chelems, la tournée en Chine, plein de Masters 1000. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup arrêté de 2018. Ouais. Célibataire à ce moment-là? Célibataire à ce moment-là, C'est facile. Ce qui aide, voilà. Ouais. Donc là, j'en fais un petit peu moins pour des raisons que tu peux imaginer. Ouais. Et puis même, malgré tout, oui, il peut y avoir une forme de lassitude. C'est-à-dire que, j'en parlais avec Casper Ruud hier, c'est toujours la même chose, en fait. Oui. T'as beau, t'es toujours aux mêmes endroits. C'est des endroits magnifiques, hein, mais c'est toujours les mêmes endroits où tu fais toujours un peu la même chose. Donc, peut y avoir une lassitude, mais c'est justement, tu vois, tu parlais des projets un peu différents. C'est aussi pour ça que je fais ces projets-là, c'est que ça me permet de faire autre chose, voir autre chose. Ouais. Quand je passe 3 mois à aller faire des challengers et des futurs un peu partout, je me régale. Ouais. Pour le bouquin, pour des projets d'équipe. Ah, tu vas faire les futurs aussi? Bah, j'ai fait, quand j'avais fait un long format Explore sur les galériens du tennis, justement. Ouais. J'étais allé voir pas mal de mecs dans des futurs un peu partout. Et c'est passionnant. Ouais. Alors, les conditions sont pas les mêmes. C'est pas les prize money non plus, mais c'est un kiff. On a une idée là, c'est d'aller documenter à Monastir en suivant joueurs et joueuses, tu vois, peut-être sur une semaine, dire on fait un focus sur 2 joueurs, une joueuse, Ok. essayant de sélectionner ceux qui peuvent aller un peu loin et créer une histoire autour de ça. Et je me demande comment pas être trop dans le redondant sur le storytelling en mode c'est les galériens, Ouais. c'est dur, la thune c'est dur, le résultat c'est dur. Ça serait quoi selon toi le twist qui ferait que tu tournes pas en rond, parce que tu l'as quand même beaucoup poncé aussi ce sujet. Qu'est-ce qui ferait que Après, moi, je l'ai beaucoup pensé, mais finalement pas en vidéo. Ouais. Et je pense que l'aspect vidéo, de montrer les conditions, de montrer comment c'est vraiment, de montrer le quotidien, montrer, je sais pas, tout con, la personne vient de perdre son match et elle doit partir je ne sais où le lendemain. Ouais. Bah, t'es dans ta piole d'hôtel après ta défaite et tu dois faire ta résa à la con, tu galères à trouver le vol Tu payes plein de tarifs. plein de tarots, 2 escales pour payer moins cher. Je pense que ça, c'est marrant de le montrer. Ouais. Et je pense que l'aspect vidéo, tu peux faire des choses que... L'écrit, c'est sympa parce que l'écrit, il y a une part d'imaginaire. Quand tu lis quelque chose, tu te fais des images dans ta tête. Donc, moi, c'est vrai, j'adore ça. Et j'adore faire en sorte que les gens voient les images en faisant de la description. Ok. Mais toi, par la vidéo, tu peux montrer des choses et que les gens ils peuvent halluciner, je pense, sur vraiment ce que c'est le quotidien de 7h du matin à 22h et jusqu'au vol du lendemain. Ouais. Je pense que tu peux montrer des choses différentes. Après, je pense que le profil des mecs ou des filles que tu vas choisir est hyper important. Ouais. Pour avoir un peu autre chose que juste je galère. Je sais pas si vous aviez des noms en tête, mais Là, j'en parle à 2-3 joueurs et ils me disent surtout si tu y vas, tu me dis, je te dis en fonction de la semaine ouais. et le tableau à qui il faut proposer. Ok. Les joueurs sont assez réceptifs. Pour avoir quelqu'un qui peut aller un peu loin dans le tableau. Plus personnalité. Ok. Un mix des deux. Ouais, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui s'ouvre, qui soit. Tu vois, moi j'avais fait pour certains projets, j'avais pas mal bossé avec Laurent Locoli. Ouais. Parce que lui, super profil quoi. Bon baroudeur. Ouais, baroudeur et puis la tchatch, les anecdotes. C'est typiquement ce qu'on appelle dans le métier un bon client. Il donne du biscuit. T'es plutôt un bon client toi aussi. T'es allé dans des clubs aussi, je me souviens, t'étais allé à Gemnos voir Ralph Bogossian ou à la structure de Marseille plutôt. Ouais, c'était à Marseille. Ouais, voir Lionel Zimbler. C'était Gilbert quand il bossait avec Ben Bonzi. Il y avait encore, non, il y avait pas Laurent Locoli, il était déjà plus là.
Et quand tu vas dans des structures comme ça, c'est quoi le but? Bah là, en fait, là, je me souviens que c'était une intersaison. Et en fait, j'avais fait un petit un tour du sud, Ouais. de tous les spots. J'étais allé à Cannes chez Jean-René Lisnard. Ouais. J'étais allé chez Mourad peut-être cette année-là, je sais Nîmes, plus. non? Au Nîmes? Nîmes, non. Non. J'étais allé après, j'étais passé, ouais, j'avais vu Alexandre Muller chez Lisnard. J'avais fait pas mal sur 2-3 jours. Et donc après, j'étais allé à Marseille pour voir Laurent Locoli parce qu'il vivait là-bas et pour aller à une journée d'entraînement avec Lionel Zimbler. Parce que je voulais faire un entretien croisé Benjamin Bonzi et Lionel Zimbler sur leur relation, qui était très fusionnelle. Ouais. Et j'avais un super entretien. Ce qui est con, c'est qu'ils se sont séparés avant qu'ils sortent. Donc il ne sortira jamais. Voilà. Ah, dur, ça fait partie des Ça fait aléas. partie du métier, c'est que des fois tu gardes des fois tu mets des choses en boîte en disant le jour où il pète un bon résultat ou il joue un gros match à Roland-Garros contre Djoko, tu le sors. Et je me souviens qu'on a failli le sortir à Madrid avant qu'il joue Fritz. Finalement, on l'a pas sorti à ce moment-là. On se dit, Oh, les regrets. S'il gagne, il gagne le premier set. Je me dis, putain, parfait. C'est le moment parfait. Il se pète. Il abandonne. Et on n'a pas eu d'autres occasions. Et derrière, ils se sont séparés et le truc n'est jamais sorti. Sur 10, à combien ton cœur bat pour le foot et le tennis? Mon sport numéro 1 au départ, c'est le foot. Ok. Mon top 3, c'est au départ, quand j'étais jeune, c'était foot, rugby, tennis. Ouais. Et maintenant? Pareil? Ouais, je pense que c'est toujours pareil. Après, le tennis m'a fait vivre tellement de choses que je pense que quand même, je suis obligé de le remonter. Et le foot, j'aimerais pas bosser dans le foot. Ah ouais? Pourquoi pas? Ah non, parce que c'est toutes les histoires que t'entends, t'as aucune proximité avec les mecs. Ok. Sauf si tu bosses vraiment sur des petits clubs. Ouais. Tout passe par agent, tu galères pour avoir le moindre mec 5 minutes. Parce que tennis, c'est compliqué aussi, mais moins que ça. Compliqué, mais moins. C'est en train de devenir de plus en plus compliqué, je trouve. Il y a de plus en plus d'intermédiaires et c'est dur de créer du lien avec les mecs. Ouais. Mais tu fais toujours des belles rencontres, t'as toujours des coachs incroyables, t'as toujours des mecs, t'as toujours des histoires, je trouve. Puis les mecs sont éduqués, ils parlent bien, je trouve. Ouais, ils parlent bien. Après, au foot, t'as des mecs brillants aussi, mais je pense qu'au quotidien, tu vois, bosser sur le PSG, tous les jours, faut faire des trucs en plus parce que c'est le club qui est attendu. Donc tous les jours, tu dois trouver des sujets. Et t'as pas un mec en interview, t'as que de la zone mixte, c'est très dur d'avoir des infos, tout est fermé. Si tu sors une saucisse, tu te fais 100 fois plus défoncer qu'au tennis. Tennis, tu vois, ça reste, au pire, t'as un coup de fil d'agent. Des fois, t'as des coups de fil d'agent, mais franchement, ils sont gentils, hein. À refaire, là, si tu retournais 10 ans en arrière sans ton expérience actuelle, comment tu te débrouillerais pour avoir le taf que t'as, pour inspirer un peu les jeunes qui pourraient regarder ou les parents qui ont des jeunes? Parce que moi, ça me faisait fantasmer ton job. Donc, Ah ouais? Bah, T'aurais être journaliste? moi, j'avais une agence de location d'appart. Je rêvais au fond de moi d'être journaliste sportif. Tout ça, j'avais appelé un ou deux gars chez Eurosport, j'avais eu les contacts. Et après le call, ça me faisait moins rêver. Et pourquoi ça te faisait moins rêver? Parce que tu sens un peu que, je sais pas, ça sentait un peu les règles, les normes. Nous, la chance qu'on a, c'est que c'est plutôt freestyle, c'est plutôt libre, même si on essaie de pas faire les erreurs qu'on a pu faire au départ, en tournant n'importe comment, n'importe où, par exemple. Ah ouais? Bah ouais. Sans savoir que c'était interdit ou... Ah oui. Ouais, ok. Il y a des moments. C'est sûr que nous, si on fait ça, le problème, c'est que derrière, on n'a plus la crête, quoi. Bah oui. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai pas fait ce schéma classique. Okay. Donc toi, si tu devais le refaire aujourd'hui, comment tu serais les portes ou... Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que pour entrer dans un grand média, sans faire une école avant, et sans faire une école reconnue, parce qu'en gros, l'entrée classique, c'est faire un stage dans un média. Okay. Et sauf que pour faire un stage, il y a tellement de demandes. Moi, je reçois et je peux même pas répondre parce que je reçois trop des demandes des gens qui m'envoient des demandes pour faire des stages à l'équipe. Par mail? Par mail. Je reçois toutes les semaines. Okay. Et je pense qu'il y en a qui en reçoivent encore plus que moi au shoot et tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de demandes qu'aujourd'hui, les médias comme l'équipe ne prennent en stage que je parle pas des stages de troisième, là, je parle des stages post-bac et ils prennent en stage que des gens qui ont fait une école reconnue. En France, il y a 14 écoles reconnues. Il y en a plein d'autres, mais il y a 14 écoles reconnues par l'État. Et si tu sors pas d'une de ces écoles, c'est pas que c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, mais disons que ça ralentit le chemin. Parce que tu vas pas être directement dans un de ces médias. Et en fait, le fait de mettre un pied dans un média, derrière, c'est là où tu dois prouver. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, j'ai fait un mois à l'édition pendant le Tour de France. En gros, j'ai récupéré les papiers, je relisais, et mise en page. Donc, pas sur le terrain, rien. Mais ce qui est un métier très important par ailleurs. Et en fait, à la fin de ce stage, c'était bien passé. J'ai été convoqué dans le bureau du rédacteur en chef de l'Omnisport de l'époque,
qui m'a dit demain, il y a une course cycliste avec les frères Boigny pour la première fois, ils courent ensemble. T'y vas. Ça, c'est la magie du terrain. Et donc là, t'y vas. Et sur le moment, je me suis pas rendu compte que c'était un test en fait. Ouais. Je voulais voir si je pouvais être bon sur le terrain et être un bon journaliste. Donc je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et en fait, derrière, j'ai eu un CDD, des piges, et ça s'est passé comme ça. Mais en fait, si à ce moment-là, j'ai pas si ce jour, et en plus, le pire, c'est que ce rédacteur en chef, en fait, il revenait de vacances, et moi, c'était mon dernier jour de stage. S'il revient un jour plus tard et qu'on se croise pas, peut-être que j'ai pas cette opportunité de faire la course, et peut-être que tout le chemin derrière n'a pas lieu, parce que j'ai pas cette opportunité. Donc en fait, c'est un mélange d'opportunités, de réussite, et après, il faut quand même un minimum de boulot et de talent. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, faut quand même se donner, parce que les opportunités, t'en as pas 50. Il y a tellement de gens. Là, je vois tellement de mecs qui sont bons et qui galèrent, qui sont freelance, alors que c'est des bons journalistes, que quand t'as une chance, faut vraiment pas la louper. Tu sens que t'écris de mieux en mieux? Tu parlais de talent. Je sais, quand j'ai commencé, j'ai relu, je me suis amusé à relire des trucs que j'écrivais, c'était très scolaire. Okay. C'était carré. Ouais. Pas de faute. Comme on m'avait appris à l'école de journalisme, une introduction, une accroche, un machin, voilà. Thèse, antithèse, synthèse, mais c'était trop thèse, antithèse, synthèse, quoi. C'était un peu trop, un peu trop scolaire. Maintenant, tu fais comment? Tu gardes les grandes règles / étapes de l'époque et tu fais à ta sauce? Ou t'envoies tout valser, les pseudo-règles et ça dépend ça dépend des papiers. Quand tu fais un compte rendu pour le site internet que tu dois envoyer à la balle de match, sur, je sais pas, Arthur Fils vient de perdre contre les HK à Miami. Là, c'est très factuel. Il faut toutes les étapes. Il a perdu tel jour, tel score contre tel adversaire, tel classement, à tel stade du tournoi. Et après, tu récites à 3-2, il a fait un coup droit gagnant, machin. Donc là, c'est très, il faut pas trop, tu peux en sortir un petit peu, mais ces papiers, c'est de l'information. T'as besoin de donner, les gens qui lisent ce papier, ils veulent l'information. Ils veulent pas que tu leur fasses, tu leur sortes de la plume et voilà, la messe. Par contre, après, il y a des papiers, tu fais un portrait d'un mec que personne connaît, là, tu t'amuses. Quand j'avais fait le portrait d'un fan italien à New York, qui tient un resto à New York, et qui a un grand malade mental qui gueule, parce qu'en fait, c'est un fan de foot à la base de la Lazio. Ça va étonner que tu fasses sur lui et pas le français qui a le resto, là. Ah oui, bah, lui, je lui avais envoyé déjà. Je sais plus comment il s'appelle, mais je lui avais envoyé un message sur Insta, il m'avait pas répondu. Ah bon? Donc, je sais pas s'il l'avait pas vu ou, du coup, je l'ai fait. Il est actif. Ouais. Et il y a beaucoup de Français il est très connu des joueurs français. Ouais. Et du coup, j'étais allé dans le resto du mec, et il nous avait invités avec mon collègue, on avait passé une soirée de dingue chez l'Italien. C'était exceptionnel. Et donc, là, sur des papiers comme ça, là, tu peux t'amuser. Ouais. Pause, il y a quand même Dimitrov, Roublev et Casper Ruud derrière nous. Il est lourd. Ce deuxième bouquin, du coup, de la face cachée d'Italie. Ouais. C'était quoi le parti pris d'être un peu dark comme ça? Parce que, moi, vraiment, pour t'illustrer le truc, je l'ai lu pendant la campagne de match par équipe avec Boulogne-sur-Mer. Ouais. Et je leur disais aux gars, je leur débriefais des histoires. Je sais plus à qui j'en parlais, qui me disait, le tennis me fait rêver. Je lui dis, mec, lis le bouquin. Meuf, lis le bouquin, parce que c'est génial pour désacraliser ce milieu. Ouais. Vraiment, c'est une très bonne école. Et à la fois, moi qui suis un peu sensible, je l'ai trouvé, je me suis dit, putain, faut s'accrocher, quoi. Ouais, bon, après, bien sûr, c'est pas que ça, et ça veut pas dire qu'il faut pas essayer et que c'est pas génial. Ouais. Mais, l'objectif, c'est vraiment de montrer une autre réalité, quoi. Une réalité qui est là. Mais, c'est même pas qu'on la cache, finalement, c'est que les gens la connaissent pas. Oui. Les gens le grand public ne la connaît pas. Le grand public qui regarde Roland Garros, éventuellement Monte Carlo ou Bercy, j'allais dire Bercy, Rolex Paris Masters, ne connaît pas les mecs qui sont toutes les semaines à Monastir, qui peuvent pas rentrer sur le terrain d'entraînement parce qu'ils ont pas pris l'hôtel officiel dans le resort à 200 balles la nuit, et qui sont dans un hôtel à côté, et que du coup ils peuvent s'entraîner qu'à partir de midi. Il y a des mecs sur un futur à la con, t'es censé avoir gagné $153, le mec il te donne 150. Des trucs comme ça. C'est Dorian Desclois qui est maintenant coach de Gaël et qui a été coach WTA avant, qui m'a raconté une année, il part en Égypte, il arrive veille des qualifs, donc sur un futur, et il arrive sur là où il est censé avoir les cours de tennis, c'est un champ de patates, il y a rien. Et en fait les mecs lui disent non, les cours seront montés demain matin. Et le lendemain matin, il voit des gamins de 10 piges qui tracent des lignes à la peinture pour les cours. Donc les cours, évidemment pas droit du tout.
Des faux rebonds. À la moindre glissade, t'as la ligne qui part un peu avec. Oh là là. Et donc, autant te dire que les balles fautes ou bonnes, tu sais pas lesquelles sont lesquelles. Et il a perdu, il s'est barré, quoi. Il a dit, j'ai perdu 2000 balles entre le voyage, l'hôtel et pour un match de merde sur un... Qu'est-ce que c'est dur. Et là, tu te dis, c'est vrai que là, des fois, tu te dis à quoi bon? Le nombre de mecs qui m'ont dit, ouais, t'es seul dans ta piole d'hôtel après une défaite. Je sais plus qui me disait ça. Il était en Inde, il s'était fait la cheville. Il savait qu'il pourrait pas jouer le lendemain alors qu'il avait gagné. Et il y avait des puces dans son lit. Oh. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là au fin fond de l'Inde? Pourquoi? Pour 3 points et 200 balles. C'est une étape qui est quasi obligatoire si t'es pas un Alcaraz, un mec qui va trop vite et qui est trop fort, ou un Kwame, finalement, connaîtra ça très peu. Mais par contre, il y a des gens qui restent trop longtemps là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que quand ça fait 4, 5, 6 ans que t'es entre 400 et 600, 700, il faut quand même commencer à te poser des questions, quoi. Des profils qui vont finir par y arriver au bout de tant de temps, il y en a quand même vraiment pas beaucoup. Je vous mets évidemment les liens des 2 bouquins en description si vous voulez les commander. Est-ce que tu as un projet de 3e éventuellement? Écoute, pas pour l'instant. Là, j'ai peut-être d'autres projets, mais pas. Tu peux en parler? Non, pour l'instant, c'est plus projet perso. Ok. À côté du journalisme? Ouais, famille. On va dire. Ah, ok. Et, à moyen terme, on va dire. Ouais. Mais donc là, bouquin pour l'instant, non. Mais peut-être. En fait, faut que j'ai pas envie d'écrire un bouquin pour écrire un bouquin. On m'a déjà proposé de faire des biographies. Ok. De qui? On m'avait proposé, c'était marrant, on m'avait proposé Hugo Gaston après son Roland quand il fait 8e à Roland. Sympa. Finalement, il y en a pas qui est sorti, hein? Il n'y en a pas qui est sorti et en fait, sur le moment, j'ai dit que c'était trop tôt. On doit refaire un bouquin entier sur Hugo Gaston. Tu regardes pas d'avoir dit ça? Avec le recul? Bah non, parce que je me dis que si tu faisais un bouquin maintenant ou dans 5 ans, il serait mieux que je trouve que faire un bouquin sur un mec à 20 piges. Qu'est-ce qu'il va te raconter, quoi? Oui. Il a pas encore vécu grand chose, alors que je pense que Hugo Gaston aujourd'hui serait plus intéressant. Ouais. Parce qu'il a galéré, il a vécu des trucs pas faciles, machin. Il serait beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'en 2020. Ouais. Hier, je t'ai demandé de te remémorer éventuellement quelques anecdotes. T'as des trucs qui sont revenus dans la soirée ou? Alors, plus anecdote que j'aurais écrite ou que j'aurais vécu? Les deux. Parce que Un florilège. que j'ai écrite, il y en a une qui me fait mourir de rire. C'est, je sais pas si tu t'en souviens, Thierry Champion Ouais. à l'US Open. Je sais, magie, il y en a plusieurs. En gros, on est en 83 et Thierry Champion est à 17 ans et il part faire l'US Open Junior. Ouais. Et il part tout seul, sans entraîneur, sans personne. Et la Fédé, il a pas de carte bancaire. La Fédé lui donne une somme en cash et avec laquelle il doit se démerder. Donc il part, il est tout content. Et en fait, dans l'avion, il se retrouve assis à côté d'une magnifique femme Ah oui. avec laquelle il tombe sous le charme. Donc il passe tout le vol à discuter avec elle. Il garde contact et ils vont au resto. Il l'invite au resto. Ouais. Grand seigneur, il l'invite évidemment, voilà. Sauf qu'il l'invite pas au McDo de de la 5e avenue. Il l'invite au bon resto. Le budget de la Fédé. Un quart du budget part. Sauf qu'il la réinvite 2 ou 3 fois. Mais non. Il lui reste $20. Il a pas commencé son tournoi. Oh. Et donc, il se retrouve Ça, pendant, c'est un kiffeur, ça. voilà. Il se retrouve pendant quasiment une semaine parce que tu arrives quand même suffisamment en amont pour t'entraîner. Ouais. Pendant quasiment une semaine à bouffer midi et soir un hot dog à $1. Tu sais, dans les trucs dehors, là, les espèces des shops, que les mecs vendent pas à la sauvette, mais Quel presque. animal. Et donc, il bouffe un hot dog midi, un hot dog soir pendant 6 jours. Il arrive le jour de son match. Il a zéro énergie. Le mec a rien bouffé ou des trucs, enfin, d'une qualité, cataclysmique. Donc, il perd dès le premier tour des qualifs contre un joueur bidon. Il se barre. Et quelques semaines plus tard, il retrouve en fait cette jeune femme suédoise dans un magazine avec Yannick Noah. Ouais. Puis en fait, c'était la future femme de Yannick Noah et future mère de 2 de ses enfants. Incroyable. Sauf que le bon Thierry Champion s'était vanté en rentrant à l'INSEP auprès de ses potes d'avoir tchatché avec une magnifique suédoise, d'être allé au resto avec elle. Tout le monde s'est foutu de sa gueule en découvrant qu'en fait cette suédoise était la nouvelle compagne de Yannick Noah. Et l'histoire s'arrête pas là parce que quelques mois plus tard, il est à Monte-Carlo et il rentre c'est un jeune joueur encore à ce moment-là, il rentre de stade à l'hôtel à pied. Et là, à un moment, il y a une voiture qui s'arrête à sa hauteur et c'est Yannick Noah qui dit, viens, je te ramène à l'hôtel. Et il commence à discuter, il lui dit, ah, mais c'est pas toi qui avait discuté avec ma femme dans l'avion à l'US Open. Et là, Thierry Champion, livide, tout rouge, qui dit oui et qui n'a évidemment pas osé lui parler des hot dogs, de la semaine de hot dog. Wow. Mais attends, mais moi j'ai fait un épisode avec Thierry et je crois qu'il me l'a raconté, mais un peu différente. En mode, je la branche, je suis sur le coup, j'en parle à Yannick, qui finalement prend le lead. Parce que oui. Yannick, machine de guerre,
qui lui passe sous le nez et qui dit, et en fait, comme dame. Mythique. Bah, tu vois, alors c'est ça qui est marrant aussi avec ce genre d'anecdote, c'est qu'il y a souvent une part de légende, parce que moi, ça date, c'était il y a très longtemps que j'avais vu ça et que j'avais tiré le fil. Et souvent, les anecdotes, c'est pareil quand tu vas dans des récits sur le Tour de France, des trucs des années 50, 60, il y a souvent une part de légende. Ouais. Entre la réalité et ce qui s'est vraiment passé, tu sais jamais vraiment. Mais bon, ce qui compte, c'est que c'est drôle, quoi. Une autre. Une autre, ah oui, tiens, le chat noir d'Iline Astase. Ah, bah Ça oui. te parle. Bien sûr. Connu. Je l'ai eu, il dit sur le podcast aussi. C'est incroyable. Ah, mais Il a lui, raconté, ouais. personnage exceptionnel. Donc là, c'est encore plus de 70. J'aime bien les trucs vieux quand même. Ouais. C'est rigolo. C'est parce que souvent, il se passe plus de choses. Bien sûr. Donc 77, Nastase, il est un peu en froid avec Philippe Chatrier. Enfin, Philippe Chatrier, on a surtout un peu marre de Nastase et justement de ses conneries. Et il le prévient, maintenant, tu t'arrêtes de faire n'importe quoi. Ouais. Sinon, tu vas être puni, t'auras plus droit au Chatrier, tu joueras que sur les annexes. Enfin, ça s'appelait pas le Chatrier, d'ailleurs, le central. C'est concentral. Ouais. Alors. Et donc, sauf que Nastase, évidemment, n'en a rien à foutre. Et donc, il se retrouve, il sait qu'il doit jouer un quart de finale de double avec Bobby Hewitt contre une paire italienne, et notamment Panatta. Ok. Sauf que Panatta est un immense superstitieux. Ouais. Il avait raconté qu'une fois, il avait croisé un chat noir, et qu'il avait dû, pour conjurer le sort, faire 8 fois le tour d'une voiture. Enfin bref, un truc complètement absurde. Et ça, il l'avait gardé en tête, le bon Nastase. Et donc, quelques heures avant de jouer ce quart de finale, il va voir le fameux Mabrouk, qui était responsable de l'entretien à l'époque, que tous les joueurs connaissaient très bien. Et il lui dit, trouve-moi un chat noir. Donc Mabrouk ce qui est fou, c'est que Mabrouk se met à chercher un chat noir. Et là, avec ça, je trouve ça dingue. D'abord, il trouve un chat gris. Il lui ramène le chat gris. Merci madame. Nastase dit non, il est pas assez noir, il va pas avoir peur de ça. Ouais. Et il lui file un billet, il dit tu me trouves un chat noir. Il finit par trouver le chat noir. Il le file à Nastase, qui le cache dans son sac. Il arrive sur le court. Et il s'échauffe normalement. Premier point, il fait comme s'il devait changer de raquette. Il retourne à son banc. Il ouvre le sac. Le chat noir, évidemment, sort en furie. Ouais. Et va en plus vers les Italiens, qui deviennent livides, sont en panique totale. Et évidemment, savent très bien que c'est un coup monté de Nastase, donc commencent à l'insulter de tous les noms. Les Italiens perdent ce match. Alors, je sais pas s'il y a un lien direct, mais en tout cas, ils perdent ce match. Ils sont fous de rage, ils perdent ce match. Chatrier est très énervé contre Nastase, qui du coup ne jouera pas son match suivant, la demi-finale du double sur le central. Ouais. Ils perdront en plus. Et voilà, l'histoire se finit. C'est faux. Et je crois qu'il avait déjà fait un truc un peu pareil avec Arthur H. Il avait caché une souris dans son vestiaire. Donc ouais, ça fait... Après bon, il a des histoires moins drôles, le Nastase. Il a fait des trucs un peu plus limite, on va dire, des déclarations un peu excessives, mais en vieillissant. Voilà. Mais en tout cas, sacré personnage. Ouais. Moi, je suis pote avec une de ses filles qui habite à Biarritz. Justement, on a fait l'épisode parce qu'elle lui a dit, écoute papa, faut que tu réapparaisses un peu dans les médias, que tu redores ton blason. C'est elle qui l'a un peu, ok. Qui l'a chauffé. En fait, c'était passé par elle et ok. Ouais. Il était avec ses lunettes de star. Vous avez fait ça où? Sur une terrasse de star en Roumanie. Ah, incroyable. Et non, on l'a fait en visio. Ah, ok. Ouais. Il était je pense que t'aurais vécu un grand moment si t'étais allé là-bas. Il était avec des lunettes, des hublots grands comme ça. Je fais, excuse-moi, il dit, voilà. ça t'embête pas d'enlever tes lunettes? On s'est même pas quitté là. Excuse-moi, il dit, tu veux bien arrêter de fumer ton barreau de chaise? Entre lui et Thiriac, c'est des sacrés personnages du c'est pays, clair. quand même. C'est clair. Thiriac, j'aimerais bien l'avoir. Ah, Thiriac, pas mal. Moi, j'ai une anecdote un peu absurde, là, que je viens juste de faire vivre à l'UTS. C'était le 1er avril, il y a 2 jours. Ouais. Et le matin, au petit-déj, je suis avec un pote qui réveille et je lui fais, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai emmené un vidéaste. Qu'est-ce qu'on peut lui faire, là, pour la journée? Et on brainstorm un peu et il fait, on est dans une arène, un truc avec des taureaux. Faudrait le faire intervenir avec des taureaux, dire qu'il est méga bien payé pour pas qu'il refuse et tirer le fil, quoi, tu vois. Et je rentre dans la piole, dans la même chambre. Je dis, putain, Enzo, je viens de passer une demi-heure avec la mairie, là. C'était les municipales. Comme, ils viennent d'être réélus, j'invente un truc, ils veulent frapper un peu fort, là, sur l'UTS. Ils nous ont proposé 30 000 balles, là, pour faire l'ouverture, avec des taureaux dans l'arène, mais des petits taureaux. Pour pas défoncer la terre battue. Pas que ce soit trop lourd. Et ils veulent un truc, être au plus près de l'animal, des bêtes. Oh mon dieu. Et faut du matériel non sacrifiable. Le top, c'est d'avoir une GoPro sur la tête pour les assurances. Et j'ai signé la décharge pour toi, bon pour accord, d'être sur la piste avec les bêtes. Et il me fait, putain, j'adore l'idée. Oh, le fou furieux. Le fou furieux. Moi, je t'aurais envoyé chier direct. Et je lui dis, la veille, il faut qu'on aille dans le haras, rencontrer les bêtes.
normalement, elles sont un peu excitées, mais comme la caméra l'intrigue, ça les détend. Il avait pas peur. Non, parce que je lui ai avancé des trucs absurdes en mode, la mairie m'a dit qu'il y avait une équipe médicale spécialisée en corrida. Ah mais justement, moi ça me ferait encore plus peur. Je lui ai fait, ils ont pour habitude d'intervenir dans les 20 secondes. Oh là là. Et statistiquement, normalement, il n'y a pas de problème. J'étais toujours un peu border. Pour quand même que ce soit crédible. Ouais. Et à 23h30, l'après-midi, il me dit, je vais me poser un peu pour avancer sur le script là de la mairie et des taureaux. Oh, Et l'après-midi, il croise Chardy et il lui dit, merde. et il lui dit, et du coup, pour les taureaux, ça se passe comment samedi? Chardy, il fait, comment ça les taureaux? Chardy, qui est responsable des joueurs aussi, il fait, bah, t'es pas au courant le plan avec la mairie? Et Chardy, il fait, mais comment ça? Il a dû péter un plomb. Il fait, mais jamais il y a des taureaux qui viennent sur le cours, hein. Il fait, bah, faut que tu vois avec Max, ils ont contacté Tennis Legends. Et Chardy, il rentre un peu dans le truc, sans le savoir. Oh là là. Et une heure après, il l'en croise, il se fout de sa gueule, il fait, bon alors, ils arrivent tes taureaux? Mais, mi-figue, mi-raisin, tu vois. Et à 23h30, je lui fais, bon Enzo, on est quel jour, là? 1er avril, pourquoi? J'ai dit, t'as pas, je dis des taureaux. Il me regarde, il fait, ah putain, je suis dégoûté. Il fait, viens, on appelle le maire, pour lui proposer l'idée. On le fait. Le mec est fou. Ok. Autre petite anecdote, pour terminer, peut-être? Alors peut-être anecdote. J'ai eu deux mots, enfin peut-être plus perso, enfin que j'ai vécu moi en tant que sur le terrain. Ouais. Il y en a eu une. Ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs. Moi, je veux des trucs que les gens savent pas sur toi. C'est des trucs à la con. Une fois, c'est à Shanghai. C'est le retour de cette fameuse tournée en 2017. Je fais 3 semaines. Je fais Wuhan, Pékin, Shanghai. Et le dimanche de Shanghai, j'avais pas regardé mon billet retour quand il était exactement. Ok. Je vois que c'est Monday 12 2.10 et je m'arrête là. C'est l'inverse, là. Donc je me dis juste bon bah c'est lundi à midi 10. Ouais. Sachant que le dimanche c'était assez tard, la finale Federer-Nadal en plus. Donc je me pose pas de questions, je bosse, je rentre à l'hôtel, je bosse jusqu'à 1 ou 2 heures du mat et je me lève tranquille, petit déj, je prends le taxi pour aller à l'aéroport. Je suis toujours en plus quelqu'un qui j'aime bien être en avance à l'aéroport, je suis toujours stressé de l'avion. Donc j'arrive peut-être à je sais pas 9h30 ou 10h grand max. Ouais. Et là j'arrive tu sais aux machines automatiques pour récupérer ton billet et mettre ta valise. Et quand je passe mon passeport, ils me disent il y a pas de billet. J'arrive pas à trouver mon billet. Dur. Donc là je vais voir une hôtesse pour filer mon passeport et elle me dit non, il y a pas de billet monsieur. Par contre, il y avait un billet hier soir. Et je fais comment ça hier soir? Non, c'est pas possible, j'étais sur le terrain, jamais on m'aurait pris un billet un dimanche en plus, ça n'a aucun sens. Et en fait, elle me dit non mais votre billet, il était lundi à minuit 10. Oh non. Et en fait, j'avais pas vu 12-10 AM. Ah ouais. Enfin, en fait, si j'avais vu, mais moi dans ma tête, je sais pas pourquoi, 12 AM c'était midi. Ouais. C'était pas minuit. Moi 12 PM c'était minuit Ouais. et 12 AM c'était midi. Ah, moi aussi, spontanément. Et donc je me suis retrouvé comme un con, j'étais à l'aéroport de Shanghai, je n'avais plus de billet. Là-dessus, l'équipe, À l'équipe, c'était pleine nuit. Et en fait, il y avait un autre vol vers midi et demi pour Paris. Donc j'ai payé le billet et j'ai envoyé un mail à l'équipe. En plus, j'étais jeune journaliste, hein, ça faisait partie de mes premiers reportages. Ouais. J'ai dit, je suis désolé, j'ai fait une grosse connerie, je me suis trompé. Ouais. Et j'ai été remboursé. J'ai été gentiment remboursé. Ouais. Mais je peux te dire que le moment où on me dit, bah non, votre billet, il était à minuit, vous l'avez loupé. Ouais, t'es jeune journaliste, tu viens d'arriver un peu au tennis à l'équipe. Ils sont un peu cons. Hein. Quand tu me parlais du tennis en Chine, en Asie, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait particulièrement halluciner là-bas et qui peuvent être bons pour l'évolution du sport? En termes d'organisation, Ouais, l'orga, les sponsors, les stades sont un peu vides, mais il paraît qu'il y a des moyens de dingue déployés. Est-ce que ça va développer un peu la pratique du tennis dans le monde grâce à ça? Je sais pas. Bah en tout cas, moi je me souviens justement quand je fais cette tournée en 2017, la WTA est à fond, a un peu fait all-in Chine. D'ailleurs trop, ils en sont revenus à cause de ce qui s'est pas du Covid et même de Peng Shuai et tout ça. Ouais. Ça les a mis bien dans la main parce qu'en gros ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont fait all-in en Chine. On a zéro nouvelle, Peng Shuai? Bah écoute, nous on en avait eu il y a quelques années, mais là depuis non. Ok. Ouais, aucune. Elle est vivante? Normalement oui, je pense. J'espère. C'est l'histoire. Mais ouais, sacrée histoire. Et donc ouais, 2017 quand je débarque là-bas, c'est vraiment la promo à fond pour le tennis en Chine, surtout la WTA. Sauf qu'effectivement, moi je me souviens à Wuhan et même Pékin, les stades sont vides quoi. C'est triste un peu. Hein. Tu fais des matchs, bah Wuhan quand Caro Garcia gagne, c'est quasiment tous ces matchs, il y a personne quoi. Wow. Tu vois les stades, même finales, quasiment. Enfin tu dis ouais c'est sympa, mais bon. Et puis en plus c'était des conditions.
enfin, il faisait hyper lourd, quoi. Mm. Et c'est Pékin, pollution de malade mental. Tu peux pas du tout profiter dehors. Dès que tu sors, tu dégoulines. Même pour les joueurs, pour jouer, c'est quand même des conditions. Et du coup, ouais, j'avais pas. Pas surkiffé. Bah, c'est dur de kiffer un truc quand il y a pas d'ambiance, quoi. Je trouve que l'ambiance, même les stades étaient beaux, bien, magnifiques. L'organisation était très bonne. Mais je trouve que c'est difficile d'être dedans s'il y a pas d'ambiance, quoi. Les salles de presse les plus incroyables auxquelles vous ayez droit dans le monde, c'est lesquelles? Alors, il y avait jusqu'à présent celle de Monte-Carlo. Ouais. Parce que tu avais une vue directe, la vue que tu connais, magnifique, parce qu'elle était en hauteur. Je crois, j'ai cru comprendre que c'était terminé ça. Que j'avais, Dur. je sais pas si c'est cette année ou à partir de l'année prochaine. Ouais. Je crois qu'ils perdent celle-là et qu'ils sont beaucoup moins de lumière. Celle de Wim, elle est vieillotte, mais elle a son charme à l'anglaise, quoi. Ok. T'es pas rentré dans aucune salle de. J'avais fait un backstage tour avec Beansport. Il y a moyen qu'on soit rentré dedans. Parce qu'elle elle est marrant. Enfin, j'aime bien. Ouais, très Brit, très Brit années 70-80. J'aime bien, je la trouve marrante. Ça va. Après, celle qui est horrible, celle de l'US Open. Ah ouais. Déjà, elle est vieillotte. T'as 2 chiottes. Parce que Pour 800 personnes. pour 150 000 personnes, t'as 2 pauvres chiottes. Ouais, dur. Et je peux te dire, donc tu fais souvent la queue. Et t'as les fameuses chiottes à la con où tu sais, t'as la porte, mais avec un gros trou en dessous et un gros trou au-dessus. Yes. Sans te dire que tu ne te poses jamais là. Tu ne scrolles pas sur Insta, sur ce chat. Et non, ce qui est horrible dans cette salle de presse, enfin, ce qui est horrible aux États-Unis, c'est la clim. Ah ouais. Ils mettent la clim à Donc, balle. c'est en doudoune. Dans le sac, tu pars en short t-shirt, parce que quand il fait chaud, il fait quand même chaud. Et dans le sac, t'as toujours un pantalon et un pull. Les orgas les plus cata des tournois, c'est quoi? Italie. Corinne Dubreuil, on habite au même endroit, elle avait dit Italie. Turin, les ATP Finals. c'est- ATP Finals Turin, je l'ai fait catastrophique. une fois, je n'ai plus jamais envie d'y aller. Ah ouais. Horrible. Alors des charges, c'était la première année et c'était Covid. Ouais. Mais t'arrives dans le stade, enfin t'arrives autour du stade, et en fait le premier truc que tu dois faire avant de récupérer ton accrète, c'est faire un test Covid. Oui, bon, ça, c'est à l'époque. Normal. Oui. Sauf que il n'y a aucune indication. Et quand je te dis qu'il n'y a aucune indication, c'est que j'ai fait le tour du stade pendant 1h30. Wow. Tu peux avoir personne au téléphone. J'ai tourné. Et en fait, j'ai fini par voir, dans une petite porte, il y avait juste une feuille A4 avec un truc écrit à la main, Covid. Enfin, Ouais. test Covid. Avec une petite flèche et un mec avait au crayon à papier, quoi. Ouais. 1h30 pour trouver, et puis même, enfin, j'ai dit, tu vois, Tous les tournois en Italie, c'est un peu ça? le tournoi de Rome, il est magnifique. Ouais. Mais leur gars, pareil, C'est le même délire. Je crois que les JO d'hiver, c'était cata. là, j'ai pas fait ça. C'est vrai que c'était vraiment, genre à la télé, ça rendait bien, mais derrière le rideau, c'était... Et pareil, j'avais fait Coupe Davis, feu Coupe Davis à Gênes en 2018, France-Italie, enfin Italie-France. Ouais. Incroyable, spot incroyable. Tu sais, un beau club à l'ancienne, magnifique, des belles terres et tout, c'est trop beau. J'adore. Par contre, pareil, l'orga, terrifiant. Tu vois personne, enfin, tu galères pour voir le moindre mec. En fait, tu passes pas par l'orga. Tu passes directement parce que tu connais les mecs et tu les vois, quoi. Elle revient, la Coupe Davis, ça fait plaisir, là. Ouais, là, c'est sympa. Bah, au moins, je trouve que le domicile extérieur, ça change tout. Les pires recales que t'es prises, malgré ton statut, joueur, directeur de tournoi, coach, peu importe. Même nobody complet, maman. Ah bah parents, ouais, ça arrive. Non, bah là c'est marrant, c'est pas vraiment une recale, mais des interviews qui se passent mal. Ouais. Bah j'en ai une hier C'est drôle, ça. C'est frais. avec un certain Karen Kachanov. Pourquoi mal? En fait, Karen Kachanov, c'est marrant parce qu'il est très apprécié dans le vestiaire, de ce que je sais. Ouais. Les joueurs te disent que c'est un mec super sympa, humble, donc, ce qui est certainement vrai. Et avec les médias, ça a toujours été très compliqué. Il est toujours très fermé. Et donc moi, j'ai fouillé un peu dans on a quasiment jamais rien écrit sur lui, du coup, Ouais. de vraiment portrait, de vrais trucs de son parcours, de comment il a grandi, vraiment sur son enfance, tout ça. Donc moi, c'est ça que je voulais faire un peu avec lui. Ouais. Commence en lui disant, bon, ça fait des années que t'es top 10 ou top 20, mais finalement en France, on ne connaît pas tant que ça. Et en fait, j'ai pas le temps de continuer à dire ce que je voulais dire, développer. Tu l'as Il m'a fermé. Il me dit comment ça, vous me connaissez pas, vous me connaissez à l'équipe, non? Vous faites pas vos recherches? Je dis si, mais sur ton enfance, tout ça. Et donc je commence à lui dire, mais en fait je voulais faire une liste, dire comment t'as commencé, où t'as grandi, mais tu vois plein de trucs en gros vraiment pour aller après plus précisément dans son enfance et ce qu'il a vécu. Et lui il me dit, mais j'ai répondu 1000 fois à cette question, et donc là il me dit bon bah je vais répondre unième fois. Et donc là il me fait son discours sans me regarder où il me dit j'ai commencé à 3 ans, mais c'était pas ça que je voulais. Je voulais pas qu'il me fasse sa fiche Wikipédia. Ouais. Je voulais aller dans les détails de comment t'as grandi. Et là, t'as pas osé l'arrêter?
Ah, du coup, le mec, il m'avait mis un bâche énorme. Donc, du coup, après, je suis parti sur des questions un peu plus banales pour d'autres sujets. Ta glace préférée? Des trucs, non, mais il s'est entraîné avec Moïse Kouamé à Barcelone, ce qu'il a pensé de lui, des trucs qui me serviront pour d'autres sujets, mais je ferai pas un portrait Karen Kachanov avec ce que j'ai eu hier, quoi. Oui, et juste pour rebondir là-dessus, il sort de la salle de presse, et nous, on avait 5 minutes avec lui en bas, là. Ouais. Et Enzo, mon vidéaste, me dit viens, on lui propose de marcher avec lui pour l'accompagner aux arènes et on filme pour le vlog du tournoi. Vidéo YouTube un peu décousue, mais on documente. Je dis ouais, si tu veux. Et on lui dit, il nous fait les gars, combien de sujets je dois faire pour ce tournoi là? Je me suis levé à 6h30, j'ai conduit, je suis fracassé. Et je vais ah ok, up to you. Et donc on marche côte à côte, il fait bon ok. Et donc on lui fout je lui mets le micro, on marche. Enzo, il se prend un panneau, il regarde, il fait un truc comme ça, tu vois. Et ouais, il était un peu chafouin. Ouais. Après, bon, tu vois, les mecs, je sais que moi, je comprends, tu vois, j'ai fait mon interview avec Andrei Roublev hier et je lui ai dit, parce que je le voyais qu'il enchaînait toutes les interviews. Donc, je lui ai dit, désolé, ça va être un peu chiant de faire, il y a un côté un peu très répétitif, peut-être même les mêmes questions qui se répètent. Il me dit, pas de souci et tout, très sympa, mais ça fait aussi partie de leur travail, malgré tout. C'est vrai. Tu vois, ils sont bien payés par les tournois, ils sont bien payés pour être ici. C'est aussi rendre, d'une certaine manière, en faisant les médias, les sponsors, tu peux pas passer outre ça. T'as eu d'autres recals un peu mémorables? Pas trop, parce que souvent quand même, alors après, des fois, t'as des mecs, tu chopes un entraîneur à la sortie d'un cours, il a pas envie, donc tu le fais à l'arrache, il part en même temps et t'as 30 secondes en anglais, donc ça te sert à rien, mais des vrais recals, globalement, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, Le sens de l'équipe. Après, t'as des moments où t'as des mecs qui nous parlent pas parce qu'ils ont pas aimé ce qu'on a écrit. Ok. Ça peut arriver aussi. Ah Avec oui. des périodes où les mecs nous... Toi, tu fais gaffe à pas balancer des trucs trop durs? C'est quoi ton curseur? C'est toujours pareil, c'est que j'ai pas envie de me censurer et c'est pas notre rôle de nous censurer par peur qu'un mec nous fasse la gueule. Mais après, faut bien choisir ses combats, quoi. C'est-à-dire que il y a des mecs, t'as pas envie de t'embrouiller avec eux pour des trucs futiles, pour une petite info qui vaut pas grand-chose, ou pour avoir la primeur d'une info à 1 heure près, si tu sais que derrière ça va te coûter 2 ans où le mec va plus te parler. Après, il y a des cas où tu t'en fous, où tu vas. Par contre, si c'est des trucs graves ou importants, c'est notre rôle de le faire. Et tant pis si les mecs nous parlent plus. Il y a plein de cas, dans plein de sports où on a balancé des trucs sur des affaires, des machins. Les mecs nous parlaient plus. Ah, dur. Là, mon collègue Fred Bernès au rugby qui balance des trucs sur le stade toulousain, il va pas dîner avec Antoine Dupont dans les de sitôt, mais c'est son métier et il le fait bien. Donc, et comme je te disais, c'est aussi pour ça, par contre, parler de est-ce que t'es pote avec les mecs ou pas. Moi, je trouve ça bien. C'est bien d'avoir des très bonnes relations de travail, de bien s'entendre, de pouvoir rigoler. Garder une distance. Mais de garder une distance. Si moi, je commence à dîner avec les mecs et que le lendemain, j'ai une info sur ce mec ou que le mec fait un match de merde, il casse sa raquette et que du coup, je me sens mal de l'écrire ou que je minimise ce qui s'est passé, bah, je suis plus dans mon rôle de journaliste. Je suis le pote, je suis influenceur si tu veux, mais je suis plus journaliste. Peut-être quelques 3-4 questions de fin avec des réponses un peu plus courtes. Tu dois être du genre à bouquiner, j'imagine. Parce que si tu avais l'occasion, le pouvoir magique de mettre un livre entre les mains de la terre entière, parce que c'est, comme disent les jeunes, un banger. Lequel serait-il? D'ailleurs, t'as quel âge? J'ai 33 ans. 33, t'es de 94? 92. T'es très mauvais en maths. Merci, au revoir. Tu es de 66. Voilà. Moi, le livre qui m'a marqué ces dernières années, c'est Open d'Agassi. Non, mais un autre qui sort du tennis. Le bol du tennis. Le livre, en tout cas, le livre de sport qui m'a le plus marqué dans ma vie, au-delà du tennis, hein. Livre sport qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Il est fabuleux. Je pense que j'ai cité celui-là parce que je pense que s'il y a un livre de sport à lire pour les gens, c'est celui-là. T'as lu Phil Knight de Shoe Dog? Non. C'est l'art du succès, je crois, en français. En fait, ça m'a autant fait kiffer que Agassi. Ah ouais? Ça m'a autant happé. D'accord. Et Dieu sait qu'Agassi, j'ai vécu avec lui pendant le livre, quoi. Ah mais c'est fabuleux. T'as l'impression d'être dans un roman presque. En fait. Ouais, c'est ça. Tellement après, c'est très très bien écrit. Phil Knight, sublime. Et il y en a un autre, du coup je te coupe parce que j'en voudrais un autre en dehors du tennis, mais un mec pas du tout connu qui a écrit sur Bill Tilden. Ah, j'ai vu passer ça, ouais, je l'ai pas lu. Et ben, je me suis pas autant régalé dans un livre vraiment purement tennis que depuis Agassi avec Bill Tilden. Vraiment extraordinaire. Autant la vie du mec,
que La Plume du gars, qui est un Français, est fabuleux. Et puis tu sais, pour la culture tennis, parce que c'est les gars qui étaient très précurseurs, Ouais. et vraiment génial. Mais du coup, un livre Hors tennis, bah moi je suis un peu un geek quand même, donc de base. Donc moi, c'est la série Tolkien Seigneur des Anneaux. Ok. Ouais. Ça, j'ai l'impression que T'es possédé là-dessus. Ah ouais, j'adore. Les films. Harry Potter, t'as kiffé aussi? Harry Potter, j'ai kiffé. Mais Game of Thrones? entre les deux, ouais, Game of Thrones, j'ai pas les livres. J'ai pas lu les livres. Je sais pas s'il y en a. Mais il y a des bouquins. Ok, ouais. Ça, c'est tiré d'une série de bouquins en fait. D'accord. Sauf qu'ils ont rattrapé les bouquins trop vite. Ok. Mais ouais, je suis très dans ces univers-là, j'aime bien. Ouais. Ton film de référence? C'est lieu où tu connais presque toutes les refs. Ouais, bah après il y a des comédies que je peux voir 1000 fois. Ouais. Dîner de con, Père Noël est une ordure. Là, j'en ai revu un qui est sous-coté. C'est pas du tout dans cette dimension, mais Radio Star, je sais pas si tu l'as vu. Non. Avec Manu Payette? Il est très bon? Il y a des, bah, c'est pas le film de l'année, hein. Ouais. Il y a des punchlines exceptionnelles. Ok. Exceptionnelles. Mais non, en film un peu, putain, y a rien qui vient comme ça, alors que. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Le concert le plus mythique que t'as vu de ta vie? J'ai vu très peu de concerts dans ma vie. J'ai vu Laurie en 2001 à Reims. Non, je pense que tu devineras jamais. Je pense que c'était à Bercy, Ouais. avec mon père, Rammstein. Ah ouais, du métal. Ah, vous êtes branché métal dans la famille. Bah, à l'époque, j'aimais bien, mon groupe préféré, c'était Linkin Park. Ouais. Et ado, ouais, collège, et Rammstein, il y avait des sons que j'aimais bien. Alors, c'était un peu too much pour moi, mais, en concert, c'est exceptionnel. Ils reviennent là. Fou furieux. Linkin, ouais, mais malheureusement, le chanteur est Ah oui. plus là. Ok. L'expérience la plus folle de ta vie? En dehors du tennis, un saut en parachute, énormément qu'on montre à Sans parachute, j'ai fait, mais l'expérience, ça peut être négatif aussi. ouais, non, j'y pensais pas, mais oui. Parce que l'expérience la plus folle de ma vie, c'est quand même que j'ai failli crever. C'était où? C'était chez moi, à Paris. En fait, j'ai déclenché un diabète. Merde. Et ce que C'était diabétique? Ouais, je suis diabétique. Ah, ok. De type 1. Comme Sacha Zverev. Ouais. Sauf que lui, il l'a déclenché quand il était très jeune, enfant, ce qui est généralement le cas, mais ça peut se déclencher jusqu'à 30 ans à peu près. Et moi, ça a été à 25-26 ans. Ouais. Et sauf qu'en fait, c'était autour de Noël. Et j'ai vomi plusieurs fois. Pendant plusieurs jours, ça allait pas trop, mais je me disais gastro ou j'ai trop mangé de foie gras à Noël. Ouais. Et ça passait, ça revenait. Donc le 30 décembre, vraiment, j'étais dans le dur complet. Je suis allé voir un médecin qui m'a ausculté en 30 secondes et m'a dit gastro. Il m'a prescrit des médocs. Un bras complet. Je suis rentré chez moi. 2 jours plus tard, je suis au fond de mon lit, mais je commençais à même plus trop réagir et tout. En fait, je commençais à m'endormir parce que, sans rentrer dans les détails, en gros, si rien ne se passait, j'aurais fait un coma. Oh. Et mon père, heureusement, mes parents habitaient pas loin à ce moment-là de chez moi. Et en fait, ils savaient que j'étais malade et je donnais plus trop de nouvelles. Et donc mon père est venu. Ouais. Et là, il a vu un cadavre dans un lit. Et donc il a d'abord appelé SOS médecin. Parce qu'en plus, on était 1er janvier, enfin le pire moment, tu sais. Personne dispo. L'enfer. Le mec de SOS médecin vient, m'ausculte pareil en 2 minutes. Il dit gastro. Et quelques heures plus tard, j'étais dans une ambulance pour les urgences parce que mon père voyait que ça s'améliorait pas, même que c'était de pire en pire. Ouais. Et je suis arrivé aux urgences, ils m'ont direct fait une piqûre ils ont pris une goutte de sang dans mon doigt et ils ont vu qu'en fait j'étais en hyperglycémie absolue. Et tu savais que t'étais diabétique? Non, je savais pas. En fait, je le savais pas du tout. Ouais. Je le savais pas du tout parce que une fois, je sentais que j'avais soif de manière anormale et j'avais tapé soif anormale, tu sais, le truc qu'on fait tous sur Google. Et dans les trucs, j'avais vu diabétique. Sauf que pour moi, diabétique, c'était les personnes âgées en surpoids. Je connaissais très peu cette maladie, en fait. Et du coup, je me suis retrouvé à l'hosto. Quelques heures, quoi. Bah ouais, en gros, quand ils m'ont mis en salle de réanimation et tout, et le médecin, ce que m'a raconté mon père, et le médecin lui a dit, on va faire ce qu'on peut, mais on sait pas s'il va se réveiller. Wow. Oh, ton père, il est tellement flippé. Je pense que mon père, il était pas bien. Et parce que se réveiller, parce qu'en fait, perdu connaissance? Ouais, j'étais à moitié en train de perdre connaissance et en fait à cause de tout ce qui se passait à cause de l'hyperglycémie. En gros, l'hyperglycémie, c'est que tu as trop de sucre dans le sang parce que ton pancréas fonctionne plus. Le pancréas, il est censé prendre le sucre dans ton sang et le mettre dans tes muscles, dans ton cerveau, tout ça. Ouais. Et moi, mon pancréas ne le faisait plus. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça crée le corps pour se débarrasser du sucre, il pisse. Donc il te fait boire tout le temps. Et c'est pour ça que j'avais très soif. Sauf qu'au bout d'un moment, ça suffit plus. Ah ouais. Et tu développes des trucs qui vont pas du tout dans ton corps. Je suis pas médecin, hein, mais et ça finit par te déclencher des crises énormes et tu peux en mourir.
Et tu dois te piquer là, c'est ça, Ouais, chaque en repas? gros, ouais, quand je mange, je me dois de T'as une autre option, je crois, il te diffuse un truc, non? T'as un truc d'une pompe. Moi, j'ai pas envie, je préfère le faire moi-même. Ok. Et puis, j'ai pas envie d'avoir un gros truc sur moi toute la journée. Bah, en fait, Zverev, il fait pareil. Il a un capteur, on le voit au changement de côté. Des fois, il regarde sur son téléphone ou sur le capteur, sur le lecteur. Et des fois, il se pique. Avant, il avait pas le droit. Enfin, parce que c'était pas connu du tout comme maladie. Il allait se cacher au vestiaire pour. Bon, là, on est en avril. Il y a Monte-Carlo qui commence la semaine pro, avec Roland un peu plus loin. C'est quoi ta prog, comme disent les joueurs entre eux? Moi, je sèche Monte Carlo comme Arthur Fils. Ok. Je me repose. Ouais. Et je fais Madrid et tu fais tout le tournoi. L'avantage, nous, c'est que par contre, on n'est jamais éliminé en tournoi. Donc, on va au bout des tournois. Ouais. On est toujours champion. Et derrière, normalement, je fais Bordeaux. Donc, un challenger, mais qui est un challenger très sympa. 2 heures de Paris et il y a souvent une très belle... Et après, vous beau répartissez line-up. gazon, US, Ouais. Asie, tout ça. Bah, en gros, bon, là, Roland Garros, on le fait tous parce que bon, c'est à la maison. Et après, il y en a 2 ou 3 qui vont à Wim, 3 qui vont à l'US. Il y en a un qui va à Cincinnati avant et qui enchaîne avec l'US. Il y en a un qui enchaîne l'US et la Coupe Davis parce que ce sera au Canada. Ouais. Et que pour la France. Tu sais déjà tout ce que tu fais ou c'est un peu last minute? Si ça c'est déjà calé. Moi là je fais rien de tout ça. Je coupe pour un bon plus d'un mois parce que Congé pattes. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais si je veux qu'il y ait un congé pattes un jour, faut que je coupe aussi parfois. Ok. On va dire. Yes. Bon, bah, cool. Merci d'avoir pris ce moment. C'était vraiment sympa. Avec plaisir. Dernière question, qui m'est venue là à la fin. À quel point, tu disais, on peut pas être, forcément pote avec les joueurs ou quoi, c'est bien de garder des distances. Mais à quel point t'es fan de certains joueurs? Bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai grandi en étant très fan. Époque, bah, moi, c'était l'époque Jo, Gaël, Richard. Ouais. Gilles aussi, mais surtout ouais. Bon, Gaël à Roland Garros. Monstre fan, comme disent les Suisses. Mais tu sais que mon premier joueur, c'est même pas un Français. Le premier que j'ai vraiment kiffé, c'est Andy Roddick. Ok. Top spin Andy Roddick. Bon ricain. Bon ricain, j'adorais. Je le prenais sur terre battue, je jouais contre Nadal sur top spin et j'essayais de gagner. Énorme. Ah oui, c'est audacieux, ouais. Et j'adorais le service, la gestuelle, je sais pas, il y avait un truc que je kiffais chez lui. Ouais. Et après ça a été Polo Mathieu, j'ai beaucoup aimé aussi. Et après toute cette génération les Monf. Et en fait par contre en passant de l'autre côté, sans trop t'en rendre compte au début, tu prends un peu de distance. Oui. En fait parce que t'es dans le taf, des fois t'es dans le dur et puis du coup t'as plus la même tu les vois plus à travers l'écran, tu les côtoies. Ah oui. Donc en fait tu les humanises en fait parce qu'au début c'est des légendes, c'est des waouh, tu les regardes avec des yeux d'enfant et en fait tu perds ce truc là parce que ça devient des gens que tu côtoies, presque des collègues d'une certaine manière, les gens de cas avec qui tu travailles. Mais tu vois, je m'entends très bien, un mec comme Gaël, c'est une crème absolue, c'est génial de discuter avec lui et tu te marres tout le temps. Mais je suis plus j'ai plus ce côté idole quoi. Ok. Je perds ce côté idole, je trouve. Ouais. Même Rafa, tu vois, moi j'ai grandi moi j'avais pas les chaînes câblées tout ça, je pouvais pas regarder, le seul tournoi que je regardais c'était avec la Coupe Davis, c'était Roland Garros. Donc j'ai grandi avec Nadal. Tu vas à la pêche maintenant avec Rafa. Ouais, ça serait. Mais et du coup pareil, quand tu le côtoies, tu te rends compte que c'est un mec assez en dehors du tennis assez normal. Et donc tu perds et puis bon quand t'es dans le taf, tu vois, des fois t'es dans le dur dans le taf, je t'avoue que le mec qui gagne le premier set, t'as envie qu'il gagne qui que ce soit quoi. Ouais. Que le match se finisse plus vite parce que sinon t'es dans la merde pour ton bouclage, donc tu te retrouves à penser différemment en fait. Moi, c'était Arnaud Clément et Seb Grosjean, les idoles de l'époque. Ah ouais? Ah bah ouais. Au tout départ, c'était Pioline, Santoro, pas mal. Julien Bitter, Anthony Dupuis, Arnaud Di Pasquale. Et après, Ouais, c'est la génération juste avant que vraiment moi je me mette à moi mes premiers souvenirs c'est Kuerten à Roland, ouais, mais pas le premier. Troisième je pense. ouais. Mais j'étais pas encore je regardais Roland et au bout d'une heure ça me faisait chier quoi. Ah là là. J'étais pas encore un addict La comme cassette de Roland, commentée par Lionel Chamoulot. Là, je l'ai tellement poncé, Magnifique. mon gars. Bon, merci Quentin, c'était top. avec plaisir. Merci pour tes mots sympas dans la causerie que tu écris de manière hebdomadaire, si j'ai bien retenu. Voilà. Payante mais pas payante. Voilà. Gratuite mais pas gratuite. Un vrai argument commercial. Et le meilleur pour la suite. Et merci de faire vivre le tennis à longueur d'année comme ça, de vous donner, d'avoir une belle plume et de vous creuser. Et toi particulièrement, de pousser tous ces projets parce que je me suis régalé avec tes bouquins. Ouais, c'est Allez les gentil. commander. Si vous kiffez le tennis, vous allez vraiment vous régaler. Je le dis pas parce que j'ai envie d'être poli ou quoi. C'est très solide.
Parce que t'es pas très poli en plus. Donc, En plus, je suis un gars assez Vraiment, grossier. Et on a eu de la chance, on s'est pas fait virer. Et là, il y a un mec juste derrière ça va nous. pas tarder, je pense. On sent que le vent est en train de tourner, donc on y va. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et allez suivre Quentin sur Insta, je crois que c'est là où t'es le plus, non? Plus Twitter, X. Ok. Et bah sur Twitter pour ceux qui ont Twitter. Allez, bisous. Ciao.